Allez, on est reparti, on est reparti. Qu'est-ce que cela donne-t-il ou non-t-il? On est bien? C'est bloqué là. C'est bloqué. On était où? Ah oui, on faisait les pare-feux là. Oui. On va faire un petit challenge. Tout le monde est là? Je n'ai pas fait gaffe, oui, tout le monde est pardon. Je te voyais plus là derrière les écrans là. T'inquiète pas, laissez là. Alors, j'ai une question pour vous toutes et toutes. Est-ce que vous pouvez me rappeler pourquoi on désactivait les pare-feux? Oui, parce que à cause du pare-feu, ça pingait pas. Oui. Alors, est-ce bien toujours le cas? Sur votre client 1 et sur votre serveur, je sais pas sur lequel vous l'avez fait le serveur 4. Alors, il faudrait que les deux soient dans... Alors, non, excusez-moi, je recommence à zéro. Les pare-feux, ça bloque les pings. Oui. Dans votre réseau local, dans lequel vous avez de nombreux serveurs et clients, vous avez ça là actuellement? Oui. Oui. Est-ce que vous pourriez sur tous ces ordinateurs réactiver tous les pare-feux s'il vous plaît? Qui c'est qui a râlé encore là? C'est pas possible hein. Personne. Voilà. Donc, s'il vous plaît, sur les serveurs 1, 2, 3, 4, enfin, ceux qui sont dans le LAN, vous aviez normalement tous les pare-feux qui sont désactivés. Oui, mademoiselle, bonjour. Il y a quoi? Non, non, mais parle plus fort, là, j'entends rien là. Qu'est-ce qui se passe? Mais trop tard, t'as ouvert la porte, ça dérange. Pas toi. Eh ben, qu'est-ce que tu... Bah, faut appuyer sur le bouton pour le rallumer. Mais ça y est, c'est fait. Jusqu'à marche. Ça marche pas. Ah, Et vous devez voir avec moi les autres. Voilà, voilà. Envoie les TAI un peu là. Nous, on bosse pour de vrai là. Si c'est matériel, c'est les TAI. Ça suffit là. Et qu'est-ce qu'il y a? Elle est amoureuse ou quoi qui vient à chaque fois là? Qu'est-ce que tu lui as fait? Sérieux, t'as vu comment elle revient là? T'as vu? Elle fait exprès de mettre son PC en panne. Tu redescends encore la voir. Elle fait que des petites pannes en plus. T'as vu, des trucs faciles. Oh, ça démarre pas. Oh, bah écoutez, Mme Brigitte, vous aviez débranché la prise C'est vrai qu'il y a électrique. beaucoup, de plus en plus de pannes. Hein. Ouais, t'as vu, ça revient. Vas-y, voir semaine et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la technique de Brigitte. Bah, je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas moi qu'il faut poser la question, je crois. Hein. Tu lui diras rien. Tu lui as trop bien Sa soufflé femme à la bouche. Moi, je crois que la réponse, elle est vite répondue. Elle est vite répondue. Elle est vite répondue, la réponse. Ah, l'amour. Toujours l'amour. Donc maintenant que vous avez réussi à réactiver vos pare-feux, est-ce que vos ordinateurs se pingent? Faut savoir, tu dépends. Pardon? Normalement, aux dernières nouvelles, la dernière fois qu'on avait touché au pare-feu, c'était que bah, ça pingait pas. À cause des pare-feux. Ça dépend. Ah, ça dépend qui? Ouais. Bah, en ce qui te concerne, toi. Déjà. Alors moi, oui, ça finit pas. Hum. Par contre, il y a des gens, ça finit. Et bah, c'est parce qu'ils sont pas réactivés leur pare-feu. Si, leur pare-feu était activé. Ah. Et de qui parles-tu là? Il y a... Oui, oui, oui. Mais qui La personne dont tu parles n'est pas toi-même. Est-ce que tu as la carte? Est-ce que j'ai la carte? La carte, le plan du réseau, tu veux dire? Ah Ah oui, je suis la carte. Je suis la carte, je suis la carte, je suis la carte. Je suis la carte. Est-ce que j'ai la carte? Non, j'ai pas la carte. Maintenant, est-ce que ça ping? Donc tu connais quelqu'un, Ouais, sans dire qui c'est, qui lui aurait activé tous ses pare-feux ouais. et que pourtant ça ping quand même. Ah. Y a-t-il quelqu'un dans cette pièce qui a activé tous ses pare-feux et pour autant les ordinateurs se pingent entre eux? Il semblerait que ce soit moi. Ah. Alors ce serait le Tout le H. monde est surpris là. Mais Et tout Le H, les pare-feux sont activés et ça ping. Ah bah alors là les bras tombent. je sais plus parce qu'il y avait des ordi qui j'avais pensé à les désactiver pardon et d'autres non. Donc, Bah on va prendre celui-là par exemple, le client 02. Vu que t'es dessus là. Non mais attends, à tout moment ça. Non, pare-feu d'abord, pare-feu, pare-feu. Non, non. J'ai tout. Est-ce qu'on peut vérifier s'il te plaît? Parce que la confiance n'exclut pas le contrôle. Bien entendu. J'ai tout réactivé.
Voyons voir ça. Très bien. Va sur ton serveur 1, par exemple. Où est-ce qu'il est le serveur 1? Même chose, par feu, s'il te plaît. Ok. Va sur ton client sur lequel tu étais là, c'était client 2, je crois. Non, client 2. Client 2. Celui sur lequel on vient de voir que le pare-feu était activé là. C'était le client 2 sur lequel on était. Est-ce que tu peux essayer de pinguer le serveur 1, s'il te plaît? Ah, c'est marrant parce que je ne vois que ces délais d'attente de la demande dépassés. Donc tu me disais que ça pingait? Alors, il y avait des appareils où j'avais désactivé le pare-feu, d'autres non. Par contre, ce qui marchait, c'est quand je pingais les sites internet. Les sites internet. Depuis le serveur 4, je sais plus. Bon, des fois ça marchait, des fois ça marchait plus. Bon, on va rester sur ce cas de figure là. Le client ping le serveur 1. Oui. Hein, on va rester simple. Oui. Alors, question pour tout le monde. Est-ce que tout le monde me confirme bien? Je veux entendre vos voix, hein. Je veux entendre un grand oui. Quand, depuis votre client 2, hein, qui est dans votre réseau, quand il ping le serveur 1, ça vous dit délai d'attente de la demande dépassée? Oui. Oui, c'est un grand oui. Oui. C'est parce qu'on a activé les pare-feux. Vous êtes prêts à challenger? Je veux que vous créiez l'exception dans le pare-feu qui permet au client 2 de pinguer le serveur 1 alors que le pare-feu du serveur 1 est bien activé. Je répète, je veux que vous créiez l'exception, la règle d'autorisation dans le pare-feu qui permettra au client 2 de pinguer le serveur 1 alors que le pare-feu du serveur 1 est actif. Voilà le challenge. Non, pas juste pour... Non, finalement, j'ai dit le client 2 parce que là, on fait le test du client 2 vers le serveur, mais tout le monde, en fait. Je veux que n'importe quelle machine puisse pinguer le serveur 1. C'est ça l'idée. Alors que le pare-feu du serveur 1, il est activé. C'est-à-dire que là, si vous avez fait le test maintenant, ça vous dit délai d'attente de la demande dépassée. Alors, vous laissez les pare-feux activés sur le serveur 1. Vous désactivez pas le pare-feu du serveur 1. Non. Il est actif. Et pour autant, quand je suis un ordinateur n'importe où dans le réseau, je ping le serveur 1, ça ping le serveur 1, alors que le pare-feu il est activé. Et là, ça calme. Là, je vais dire que là, on est sur un autre niveau. Alors, quelle méthode allons-nous utiliser? D'abord, faire une petite sieste, Règle de pour commencer. Règle de... règle de trafic. Trafic de drogue, hein, bien sûr, trafic d'héroïne, trafic de méthamphétamine. Breaking Bad. Monsieur Elzenberg, oui. Entrant. Je sais pas. Bah si, sur le serveur. Ah, bah, Parce que ça rentre. ah, si ça rentre. Bah là, on veut que ça rentre. Eh oui. C'est l'idée. Ouais, d'accord, très bien. Et après? Il faut modifier. Oui, et après? Ah, Et quoi? la suite. Alors, avec ton Je trafiquant. réfléchis. Ah, tu réfléchis. Très bien. Qu'est-ce qui se passe alors? Ah là, j'ai encore envie d'uriner, mais c'est pas possible. Alors, est-ce que ça ping? Servez le reste. Et le fond de tiroir. Oh, c'est une guitare! Une guitare. Ah, t'es où déjà, Californication? Je l'avais regardé.
Alors, est-ce que vous avez une piste? Ouais. Ouais? Ouais. Cool. Fonctionnaire test. Test. Sercoute. Californication, yes. Putain, je joue trop bien, t'as vu? Je fais 2 notes, t'as reconnu. Incroyable. T'as une ouïe extrêmement fine. C'est bon. Bah bien sûr, c'est bon. C'est déconcertant de facilité. Grâce à Internet. C'est Grâce à Internet. Ah, grâce à l'internet. Donc vous avez trouvé quel est le protocole et le port à utiliser? Oui. Non. Il y en a qui ont trouvé. Donc c'est le port numéro combien qu'il faut ouvrir? Il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de port. Et le protocole? ICMP. Alors tu peux faire ICPM, je suis pas sûr qu'il fonctionne. Mais ICMP il fonctionne, oui. Eh oui. Eh oui. Oui, 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 oui. Après, tu peux ne pas faire le petit truc, tu fais ça. Et là, tu Oui, ils ont le. enfin, Non, le petit truc, le. Oui, ça tu le fais pas tout de Mais suite. c'est normal, c'est la basse qui le fait. Mais moi, je le fais à la guitare. Ouais, mais toi, même toi, tu y arrives. Mais moi, on m'a dit ça, faut pas le faire parce que c'est la basse. C'est Ouais, là, mais t'as pas de base. c'est Pléa qui le fait. Ah, tu vas dire Pléa, tu vas lui dire toi, tu joues pas? Quand t'es dans ta femme. Quand je suis dans ma femme? Pardon, quand t'es avec ta femme. Oh, ça suffit. Bon, faut vraiment que je mette le bandeau interdit aux moins de 18 ans, quoi. Attention. Quand t'es avec ta femme, il n'y a pas un bassiste derrière toi. Ouais, c'est vrai qu'habituellement, quand je suis dans ma femme, il n'y a pas un bassiste derrière moi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon alors. J'y fais, mais ça veut pas. Ah, t'as fait quoi? T'as fait un truc? ICMP. Ouais. Et t'as fait quoi après sur ICMP? Bah, en fait, Copilote me dit de spécifier le type de code ICMP en choisissant requête d'écho et réponse d'écho. D'accord. Seulement, quand je choisis certains types ICMP, j'ai juste requête d'écho, j'ai pas réponse d'écho. Et bah si tu choisissais tout type ICMP. Allez. Ça, tu balances tout, toi. Pourquoi pas? Ouais, allez, hop, ça déglingue tout, quoi. Je te le montre. Autorisé ICMP V4 ping ne répond pas. Patience. Ça mouline. Va sur ton client voir. Tant que ça mouline. Tente, ouais, mais en pleine moulinette, tu tentes. Flèche du haut, ça retape ce que tu as déjà tapé, tu sais, c'est plus pratique. Ah oui, entrez. Toute adresse.
On n'y touche pas. Revient au début. Aussi, on fait c'est un problème de supprimeur. Le type de code SMP, c'est la peine de. Non, parce que tu as tout autorisé. Ah, c'est encore en train de mouliner sur ton serveur? Ah ouais. C'est pas bon signe ça. Attends, là tu mets les cartes. Non, on va pas personnalisé, mais on va vérifier. Bon, ouais, on va le refaire. Hein. Ouais, j'arrête et. Oh non, pas arrêter la VM, juste ça. Juste là, le ferme. Ok, ça aussi, c'est bon. Gestionnaire des tâches, un truc comme ça, quoi, ça te dit rien? Le client, il est où ton client? Ah non, le client, il est dans le LAN, il est à l'extérieur. Oh, ça va. Alors, docteur? Ça ping? Couche vite. Oh, tu avais bien. Qu'est-ce que tu avais bien fait? Pourquoi t'es là-dedans déjà? Dans l'assistant. Allez. Vraiment, comment on t'appelle? Ah d'accord. Là, pourquoi t'as choisi quoi? Non, Internet contrôle message protocole. Comprendre qu'en fait on utilise. C'est Ping en fait. C'est le protocole utilisé par Ping. Bah oui. Ping c'est un outil d'ailleurs. Tracert aussi. C'est ce que ça dit quand tu fais Ping, il y a écrit requête echo ICMP. Je savais pas ce que ça voulait dire. Je te demandais pas de ChatGPT. C'est un protocole en fait de test de la pile TCP/IP. Un des protocoles de la pile TCP/IP. Moi j'ai dit, j'ai un réseau restreint entre VM. Je veux communiquer en gardant mon porteur activé. Quels sont les règles à ajouter? C'est là que tu dis, je suis pas assez précis. Là j'ai dit que moi de régler les horaires. De partout pour rentrer dans un bal. C'est trop vaste. Ah oui. Plus tu lui donnes de détails, plus il répond précisément. Sur les machines. Non. Donc je sais que mes machines, les VM, puissent pinguer. Faire des pings, quoi. Entre elles. Tout en gardant malgré le quels sont les règles de trafic à configurer? Oui, exact. Donc là, on peut poser une question informatique. Genre, mais en fait, mon client, c'est moi qui le pense parce que il est en client externe. Voilà, il a déjà toute la démarche. Si c'est pas assez clair pour toi, tu lui redétailles-moi encore un peu plus, s'il te plaît. J'ai du mal à trouver ça, on va détailler. Tous les programmes, c'est bien dans tous les programmes. Oui. Continue. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, mademoiselle? Continue. Ça fonctionne sur le client 2 parce qu'il est en interne, il est sur mon réseau local. Oui. Ça ne fonctionne pas sur mon client 1. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Le ping. Entre qui et qui? Entre mon serveur 1 et mon client 1. D'accord. Il va arriver à mon Entre ton serveur 1 et ton client 1, c'est-à-dire que ton serveur 1 ne peut pas pinguer ton client 1. Non, mon client 1 ne peut pas pinguer mon Ah. serveur 1. Pardon. Et oui, d'accord. Voilà, du coup. Ça, c'est un fait. C'est ce que tu es en train de me dire. Ça ping pas entre le client 1 et le serveur 1. D'accord. C'est parce que mon client 1, il est.
à l'extérieur de mon réseau local. C'est exact. Trafic entrant. Est-ce que si on lui met une règle Merci beaucoup. la même, mais en règle entrante, est-ce que du coup ça ferait qu'il arriverait à pinguer? Pas du tout. Non. Ça n'a aucun rapport. Il a fait une feinte là, c'est. J'adore la faire ça. Merci. Absolument pas. Parce que... L'explication, c'est toi qui viens de me la dire. Tu m'as demandé, est-ce que c'est parce que il n'est pas dans le réseau local? Et je t'ai répondu, oui. Oui. Le problème, c'est ça. C'est qu'il est Le problème, c'est pas une règle que tu as fait ou que tu n'as pas fait. C'est que ton serveur 1 est dans ton réseau local et ton client 1, il est sur le réseau externe. Et entre les deux, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le truc en rouge que je vous avais demandé d'apprendre par cœur? Serveur NAT. Oh purée. Putain, c'est Disney quoi. Tout ce qui est derrière un NAT est injoignable, impingable, inaccessible. Donc, c'est pas possible. Et c'est pour ça que je t'ai bien posé la question. Est-ce que c'est ton client 1 qui ne peut pas pinguer le serveur 1 ou l'inverse? Le serveur 1 peut-il pinguer le client 1? Le serveur 1 ne pingue pas le client. Normalement, il peut. Question. As-tu créé l'exception dans le pare-feu sur le client 1 qui permet au client 1 d'être pingé? Alors non, comme je t'ai posé la question, tu vas me répondre, c'est soit oui, soit non. Non. Bah voilà. C'est normal. L'exception qui permet d'être pingé si tu l'as fait que sur le serveur 1, il n'y a que lui qui peut être pingé. La règle que vous avez créée qui autorise les réponses ICMP, c'est ça que vous avez fait comme règle. Vous avez autorisé les requêtes ICMP, les réponses, pardon, ICMP. Il faut le faire sur toutes les machines que tu veux qu'elles soient pingables. Donc si tu veux que ton serveur 1 ping ton client 1, c'est sur le client 1 qu'il faut autoriser l'exception. En créant une nouvelle règle de trafic. Par exemple, règle de trafic entrante. Et sur le serveur, il fallait créer une règle de trafic sortante. Faux. Non, entrante aussi. C'est la même en fait. Sur toutes vos machines, si vous voulez qu'on puisse pinguer une machine, il faut que sur la machine que vous voulez pinguer, il faut activer la règle, autoriser le trafic ICMP v4 entrant. Il y a un guide à refaire ou pas? Il y a un... Il y a un guide à mettre. Ah non, c'est instant. C'est instant. Du moment que tu as créé ta règle et qui est une règle qui autorise, c'est bon. Je l'ai fait sur mon serveur 1, sur mon client 1. Le serveur 1 ping mon client 1 et le client 1 ne ping pas mon serveur. La M, Mélanie, Bonsoir. est-ce que tu peux répéter la phrase que tu viens de dire s'il te plaît, mais tu peux l'écouter? Vas-y, répète. Oui, toi tu dois redire ce que tu viens de Je dire. crois que j'ai eu le même souci que toi du coup. Mais là, Non, c'est pas ça la phrase que je t'ai demandé de répéter. je sais bien. Est-ce que tu peux répéter la phrase que je t'ai demandé de répéter? Mon Merci. client, mon serveur 1 ping mon client, mais le client ne ping pas le serveur. Le client 1, Oui, client 1. pourquoi? C'était le test que je suis en train de faire. Oui, et donc pourquoi? Le client 1 peut pinguer le serveur 1. Pardon, Non, le serveur 1 peut pinguer le client 1 et le client 1 ne peut pas pinguer le serveur 1. Pourtant, sur les deux, vous avez activé les réponses ICMP. Dans les deux cas, ça répond au ping. Et ça ne marche que dans un sens. La réponse, tu la connais. Ah, il faut Il faire. est sur le réseau externe. Ton client est sur le réseau externe. Ton serveur 1 est sur le réseau interne. Mais- Entre les deux, il y a un... Oui, il y a le NAT. Il y a le NAT. Tout ce qui est derrière un NAT est injoignable, impingable, inaccessible, invisible. Un ping, ça repart et ça revient. Oui, ça s'en va et ça revient, tout à fait, oui, je suis d'accord avec toi. Mais donc là, il arrive à revenir. On fait le petit train? Allez, on fait le petit train. On fait le petit train. Allez, là, c'est juste pour me faire plaisir, on fait un petit train pour en faire plaisir. Allez, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de petit train. Alors, on part du serveur 1, on est bien d'accord? Tac, tac. Allez, je vais même écrire le petit train. Donc le petit train du ping, la destination c'est ton client 1, qui est 172.25.0.101. Je mets n'importe quoi, enfin c'est Oui. 112.25. Oui. Les datas
de mon petit train, c'est ping. Les tatas. Les tatas. Tata. Tu connais Tata? Alors, les tatas, c'est ping. Et l'expéditeur, c'est le serveur 1. Donc, normalement, 192.168, 168.x.1. Yes. Jusque-là, tout va bien? Oui. Donc, le petit train, il part du serveur 1. Le serveur 1 se demande, est-ce que le destinataire est dans le même numéro de réseau que moi? Non. Donc, il envoie ça à qui? Ah, ça passera. La passerelle par défaut du serveur 1, c'est le routeur NAT. Le petit train, il arrive dans le routeur NAT, qui doit joindre 172.25, est-ce qu'il le connaît? Est-ce que le routeur 1 connaît le réseau 172.25? Oui. Oui, parce qu'il a une carte réseau en 72.5. Mais c'est un routeur NAT. Le principe du routeur NAT, c'est quoi? De modifier Modifier quoi? l'adresse de destination. L'adresse de destination par son adresse à lui. Comme ça, le petit train qui était à destination du client 1, maintenant il est à destination de lui-même. Ah, d'accord. Non, d'expédition. Eh ben non, c'est l'expéditeur qui est modifié. Donc que fait le NAT? À la place de l'adresse de l'expéditeur, il met 172.25.x.254 normalement, c'est censé être ça. Oui. Donc ce qui fait que mon petit train, il est passé par le routeur NAT, il a été modifié par le routeur NAT parce que c'est le travail du NAT, et il arrive jusqu'au client. Est-ce que le client peut répondre? La réponse du ping, c'est un petit train inversé. C'est-à-dire que le destinataire devient l'expéditeur devient le destinataire. Donc, mon destinataire, ça devient 72.25.x.254. Hein, j'inverse les deux. Hein. Et l'expéditeur, c'est 112.25.0. Oui, j'ai dit 0. J'avais mis 101. Merci. Hop. Tac, tac, tac. Donc, le ping, maintenant, il part du client. Le client se demande est-ce que le destinataire est dans son numéro de réseau? Oui ou non? Bah oui. Bah oui, donc il peut le joindre direct. Le petit train il arrive ici. Mhm. Comme c'est un routeur NAT, le routeur NAT, il sait qu'il y a un petit train qui est déjà passé. Il sait, parce que je vous l'avais dit, dans la mémoire du NAT, il a déjà fait une traduction. Il sait qu'il y a un truc qui est venu de 148.x.1. Il l'a dans sa mémoire, ça. Donc il va refaire passer la trame de l'autre côté en la modifiant à nouveau, en mettant comme destinataire, bah non pas lui-même, mais le destinataire qu'il y avait tout à l'heure, c'est-à-dire 192.168.x.1. Et ce qui fait que mon petit train, il arrive là. Donc quand le serveur 1 ping le client 1, ça fonctionne. Et du coup, le client 1, là, donc il va pouvoir atteindre le NAT, mais à cause des pare-feux, il ne pourra pas atteindre le serveur. Ah bah je sais, attends, tu parles de quoi là? Mais de... Là, on parle de ce que je viens de montrer? Oui, non. Enfin, oui, enfin, non. Non, déjà, est-ce que je viens de montrer, ça va. Ok, oui, oui. Étape suivante. Mm. On fait l'inverse. Le client 1 veut pinguer le serveur 1. Destinataire. Quelle adresse? Bah, 192.128.x.1. Très bien. Expéditeur. Oula, j'ai fait de la merde, excusez-moi. J'ai pas modifié la bonne trame. Donc l'expéditeur 112.25.0.101. C'est ça? C'est le client 1. Hein. Oui, Donc là, le client 1 essaye de pinguer le serveur 1. Mhm. Toujours la même règle. Le client 1 se demande est-ce que le destinataire est dans son numéro de réseau? Non. Ben non. Il envoie ça à qui? Ah, ça passerait pas. La passerelle par défaut du client 1, c'est qui? C'est lui. C'est qui lui? Le routeur de la salle. Là. C'est lui. Tac. Le ping, il part vers lui là. Qu'est-ce qu'il faut faire la règle. Eh ben ça peut pas fonctionner. C'est pour ça. C'est pour ça que ça marche que dans un sens. Ça peut pas fonctionner. Tout ce qui est derrière le NAT, vous pouvez pas le joindre directement. C'est pas possible. Faut que le NAT, il convertit toujours les adresses IP privées en public. Il convertira tout le temps. Donc ça ne fonctionnera jamais. Donc non. On peut pas faire. On peut le faire que dans un sens. Du client, du serveur vers l'extérieur. D'ailleurs, c'est pour ça que ça fonctionne. Pour toutes vos machines qui sont en interne.
Vous arrivez bien à pinguer 888. C'est bien que ça s'en va et ça revient. Hein. Donc si vous voulez faire des tests dans les deux sens, il faut le faire en interne. Il n'y a que entre le serveur 1, le 2, le 3, le 4, votre client 2, vous pouvez le changer de réseau si vous voulez. Entre eux, ça va fonctionner. Vers Internet, ça va fonctionner. Mais de Internet vers le réseau interne, ça ne peut pas fonctionner. C'est pas possible. C'est normal. Ça ping pas. Oui. Du coup, moi, je reviens sur le client 2. J'arrive toujours pas à faire pinguer mon serveur 1. Ah. Alors, voyons voir. Illogique. Show me what is what you have to... Donc, quelle est la règle que tu as activée? Celle-là. Qu'est-ce que c'est que cette règle-là? D'accord. Diagnostic de réseau de base, demande d'écho, ICMPv4 en 30. C'est pas ça du tout, là. Ça, j'en sais rien, moi, je la connais pas, cette règle. Donc, je lis ce qu'il y a écrit. Elle sort d'où, cette règle? J'ai vu ça, en fait. Mais tu l'as vu comment? T'as fait pour le voir, ça? J'ai cherché, comment ça s'appelle, je vais aller, hop, chercher là-dedans pour faire une nouvelle règle. Ah, d'accord, ouais. J'avais cherché dans personnalisé, je crois. Ouais. Ça, oui, service personnalisé. Là-dedans, j'ai pas trouvé. Là, j'ai pas trouvé de règle. Alors, excuse-moi, j'ai mal posé ma question. Oui. Et comment t'en es arrivé là, au doigt mouillé? Du coup, ouais. Non, non, réponds-moi. Ah, t'as utilisé la technique doigt mouillé? Je cherche, quoi. C'est ça. C'est ça. Google est votre ami, hein? Non. Vous cherchez pas les trucs au doigt mouillé. Vous faites pas ça à l'instinct. Vous imaginez, vous pensez que vous avez suffisamment d'expérience pour pouvoir trouver les trucs tout seul? C'est une mauvaise idée d'essayer de le faire au doigt mouillé. Hein. Utilisez Google, ChatGPT, Copilot. Mais si vous pensez réussir à le trouver tout seul, vous êtes très fort. C'est possible. Je dis pas que c'est pas possible, mais bon, manifestement, cette règle, je suis pas sûr que ce soit la bonne. En plus, alors, là, excuse-moi, je regarde ton écran, mais t'es pas au bon endroit, t'es dans les règles de trafic sortante, là. C'était une règle de trafic entrante qu'il fallait faire. Alors, revenons à la règle que tu as trouvée, comme ça, au doigt mouillé. Donc, c'était laquelle? Attends, c'est serveur. Ah ouais, t'es sur le client en plus. Donc, ah voilà. Diagnostic de réseau, demande d'écho et CMPv4 en 30. Ok, et bon ça c'est juste le nom, mais qu'est-ce qu'elle fait? Vas-y, bah voilà, continue dans l'ascenseur. Ah bah déjà, moi il y a un truc qui me plaît pas trop. Je vois qu'elle est uniquement sur le profil de domaine. Elle est que dans le domaine celle-là. Quand on parle des profils de domaine, c'est bien sûr les domaines Active Directory. Je crois pas qu'on soit dans un domaine là. D'accord. Donc celle-là elle me paraît un peu limitée. T'as activé autre chose? Ouais, juste les deux là. Ah, bah celle-là aussi, très bien. Alors, règle de trafic entrante, elle fait quoi? Ah, celle-là, c'est pour privé et public. Bon, bah, c'est les deux autres. Elle est activée, oui, elle autorise. Et elle autorise quoi? Faut que tu continues dans l'ascenseur horizontal. Il faut lire ce qu'il y a écrit. Hein. Système, adresse locale, tout. Alors, vas-y, continue. Adresse distante. Ah, il y a écrit sous réseau local. Alors, sous réseau local, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire uniquement le sous-réseau dans lequel tu es. C'est-à-dire le même numéro de réseau que ta machine. Ah, c'est dommage. Elle n'est pas folle cette règle. C'est toi qui les avais activés. Hein. En tout cas, ça explique pourquoi ça ne fonctionne pas. Mais, il y en a d'autres des règles toutes faites. Alors, est-ce que tu peux utiliser l'ascenseur horizontal, s'il te plaît? Continue, 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 stop. Est-ce que tu peux cliquer sur la colonne protocole? Voilà. Remonte un peu dans l'ascenseur. Voilà. Des règles concernant ICMPv4, il y en a plusieurs. Alors, si tu vas à gauche. Toi, tu as choisi diagnostic réseau de base, mais en fait, il y en a d'autres.
Une qui est pas mal, c'est partage de fichiers d'imprimante, demande d'écho, trafic entrant ICMP V4. Voilà. Utilise à nouveau l'ascenseur horizontal. Si tu regardes cette règle, elle va fonctionner dans tous les emplacements, pour toutes les adresses locales, pour toutes les adresses distantes. C'est pour ICMP V4. Continue. Elle est activée partout. Alors c'est pas de chance. C'est celle-là que tu aurais dû activer. Active-la. Va sur ton client. Ton client 2. Vas-y. Réessaye ton ping. Ça ping. Donc du coup, c'était pas... fallait pas que je cherche dans nouvelle règle. Bien sûr que si, tu aurais pu faire nouvelle règle. Mais il faut que tu saches ce que tu dois ajouter dans la nouvelle règle. Le vil piège que je vous ai tendu, c'est que normalement, avec ce qu'on a vu ce matin, tu aurais dû essayer de faire une règle TCP UDP sur un port. Tu aurais dû te dire, ping, ça utilise le port 712 en UDP. Voilà, tu aurais dû chercher ça. Et le piège, c'est que le protocole ICMP, il est en dessous TCP et UDP. Ça utilise pas de port. En fait, c'est avant. Dans les couches réseau, il est beaucoup plus bas. Il est plus près de la couche physique, en fait, ICMP. Et donc là, il faut juste autoriser ICMP dans tous les réseaux, dans tous les profils. Donc si vous voulez éviter d'avoir à créer une règle personnalisée, est-ce que tu peux faire annuler, s'il te plaît? Voilà, retenez cette règle-là qui s'appelle partage de fichiers d'imprimante, demande d'écho, ICMP, trafic entrant, ICMP V4. Celle-ci, elle autorise tout le trafic entrant ICMP V4. Et bien sûr, tu viens de le voir, tu as dû l'activer. Par défaut, elle n'est pas activée. C'est pour ça que par défaut, quand vos pare-feux sont activés, vous ne pouvez pas pinguer vos machines. Donc pour répondre au challenge de cet après-midi, vous avez deux solutions. Soit sur tous vos ordinateurs, vous allez dans les règles de trafic entrante et vous activez la règle partage de fichiers d'imprimante demande d'écho trafic entrant ICMP V4. Soit, il faut créer une nouvelle règle pour le protocole ICMP V4 et vous autorisez tout dedans. Les deux méthodes fonctionnent. C'est vous qui voyez. Dorénavant, donc, quand vous installerez des VM Windows, quand vous configurez vos VM, quand vous démarrez vos VM, d'abord, vous lui mettez une adresse IP.
Deuxièmement, vous créez l'exception dans le pare-feu qui vous permet de répondre au ping. Vous activez l'exception. Hein, vous allez changer vos petites procédures. Avant, aujourd'hui, quand vous faisiez une nouvelle EM, c'était je lui mets une adresse IP, je désactive le pare-feu. Et bien maintenant, vous mettez une adresse IP et vous faites l'exception ICMP qui permettra de répondre au ping tout en gardant les pare-feux activés. À partir d'aujourd'hui, vos firewalls sont tout le temps activés. Et dans la vraie vie, bien sûr, c'est ça qu'on fait. Dans la vraie vie, dans les entreprises, on va activer les pare-feux et créer les exceptions, ICMP par exemple, pour qu'on puisse répondre au ping tout en conservant la protection des systèmes. Sinon, c'est beaucoup trop dangereux. Donc maintenant, je veux du pare-feu activé de partout. Ah, et après, il faut renommer dans l'ordre. Adresse IP, exception dans le pare-feu, renommage, redémarrage. Voilà, ça, tout le temps, à chaque fois. Anytime, every time. Pour les serveurs. Alors, pour les serveurs, il y a adresse IP fixe. Pour les clients, Pas besoin. pas besoin. Mais par contre, exception dans le pare-feu Il y a et... PHP. Tout à fait. Mais exception dans le pare-feu quand même et oui. renommage. Et voilà. Voire intégration dans le domaine au besoin. Exactement. C'est possible. De prendre des TP. Ah, c'est bien. Ça va être plus sécurisant, ça me rassure. Voilà, ça y est. Je vous sentais de toute façon fébrile depuis que je vous avais dit qu'il faut désactiver les pare-feux. Je savais que ça se serrait les dents et que vous me disiez mais c'est pas possible que dans la vraie vie on fasse ça quand même. Bah non, évidemment. Dans la vraie vie on fait pas ça. On laisse les pare-feux activés. C'est un bon package quand même. Ah oui, c'est pas mal. Séguine? Des questions? Pas de questions? Parfait. Ça c'est sûr. Bon. Je vais vous faire un petit peu mal à la tête. Alors je vous conseille de commencer à vous endormir maintenant. Commencez une petite sieste. Et je vous réveillerai quand j'aurai fini. L'exception, on le fait aussi sur le client. Toutes vos machines. Toutes vos machines, ça veut dire toutes vos machines. Et hop. Allez, on va se mettre là. Je voudrais revenir un petit peu sur le fonctionnement du NAT. Bah non mais je l'avais mis là, pourquoi j'ai changé? On venait de le refaire là. Vous vous souvenez tout à l'heure, on avait refait notre petit ping en partant du serveur 1. On passe à travers le NAT. Que fait le NAT? Il modifie l'adresse IP de l'émetteur. Et il met sa propre adresse IP à la place, puis ça part sur Internet et ça revient. Là où on a éventuellement des problèmes, alors je suis étonné que personne ne m'ait posé la question parce qu'on me la pose souvent. Imaginons qu'on ait ce cas de figure là, c'est-à-dire là sur mon réseau numéro 1, j'ai deux ordinateurs. D'accord? Le premier ordinateur, il fait un ping, mettons, de 8.8.8.8. L'expéditeur, c'est le serveur 1. L'expéditeur, c'est donc 192.68.x.1. Le ping, il part. Imaginons que, peu de temps après, j'ai le client 2 qui ping aussi 888. Cette fois,
L'expéditeur, c'est pas le même. Hein, c'est 192.168.x. Admettons 101. Et le petit train, il traverse aussi le NAT. Je vous ai dit, que fait le NAT? Quand le petit train, il traverse le NAT, il change l'adresse de l'expéditeur. Ouais. Qu'est-ce qu'il met comme adresse? La sienne. Ça fait que là, j'ai deux petits trains qui sont partis vers 888. Le premier, l'adresse de l'expéditeur a été modifiée. C'est devenu 172.25.x.254. Oui. Et le deuxième, bah, c'est pareil. L'adresse de l'expéditeur, c'est devenu 172.25.x.254. Donc là, j'ai deux petits trains qui partent à destination de 888. Les deux vont revenir. Comment le routeur NAT il sait qu'il y en a un qui va vers le serveur 1 et l'autre qui va vers le client 2? Il a une mémoire. Mais comment il fait la liaison entre les deux? Dans cette mémoire, il y a quoi? Tu m'avais dit que c'était des tables de... Il y a des tables de correspondance. Cette correspondance, elle se fait grâce au port. Il arrive à faire la correspondance grâce au port TCP. Ça fait qu'il va falloir que je mette à jour un petit peu mes petits trains. J'ai des choses à changer. « 192.168.x.1 ». Je reprends mon premier train. Mon premier train, il essayait de joindre le 888. C'est bien ça. Hein. L'expéditeur, c'était 192.168.x.1. Eh bien, il y a un truc en plus. Ah, pardon, j'ai fait une boulette. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ce que je viens d'écrire est encadré en rouge, ça s'appelle comment, ça? Un port. Raté. Un socket. Lorsque, en fait, vos requêtes partent d'un ordinateur, quel que soit, hein, là j'ai fait ping, mais ça pourrait être du HTTP, ce que vous voulez. Lorsque vous sortez d'un ordinateur, vous utilisez un port aléatoire. Tout ce qui sort de votre machine utilise un port aléatoire. Ça veut dire que si je redesign mes deux requêtes sortantes, et bien la deuxième, je vais faire... Ah, ça fait l'hypopiette. Ça veut dire que le premier, c'est sorti du serveur 1 par le port 2658. Le deuxième, il est sorti du client 2 par le port 3658. C'est pas le même port. Les ports sortants sont pas les mêmes. Ça fait que, quand mon petit train, le premier, va passer à travers le routeur NAT, il va le modifier, certes. Mais non seulement il va modifier l'adresse IP de l'émetteur, mais il va aussi changer le port. C'est-à-dire qu'en traversant le routeur, vous allez changer d'expéditeur, mais vous allez aussi changer de port. Donc l'expéditeur, ça devient 172.25.x.254 2.5885. Et cette fameuse table de correspondance, c'est une table qui est dans la mémoire du routeur NAT, qui dit que tout ce qui va revenir sur son adresse sur le port 5487, ça va en interne sur le serveur 1, sur le port 2658. C'est comme ça qu'il fait la correspondance en fait. Il fait des correspondances de port TCP. C'est comme ça qu'il fait. C'est comme ça qu'il arrive à l'avoir. Et c'est pour ça que si vous vous intéressez au routeur NAT, vous allez voir que vous entendrez souvent parler de routeur PAT. PAT. PAT, c'est Port Address Translation. Et les routeurs NAT, en fait, ils font les deux. Un routeur NAT, c'est aussi un routeur PAT. Parce qu'il traduit l'adresse IP, mais il traduit aussi le port TCP. Il fait les deux. Il fait une double translation. Il translate l'adresse IP et il translate le port TCP. Parfois, vous tomberez sur des gens psychorigides, vous allez dire, bon, on a un routeur NAT, et on va vous dire, ah mais non, c'est un PAT. Bon, bah, il n'a pas tort.
c'est du PAT que ça fait aussi. Mais dans les communications, dans les documentations que vous trouverez, dans les discussions que vous aurez avec des gens qui s'occupent des routeurs, on parle de routeur NAT. Maintenant, je vous l'ai expliqué. Vous savez que le routeur, il fait et du NAT et du PAT. Il translate aussi les ports TCP. Continuez de dormir, ne vous réveillez pas. Ça existe quelqu'un qui fait un routeur qui fait que du PAT ou que du NAT? Oui, en fait, à l'origine, tout au début, il faisait que du PAT. Au début, on faisait que du PAT. Mais le problème de faire que du PAT, c'est que derrière ton NAT, enfin derrière ton PAT, tu peux avoir qu'une seule adresse IP. Vu qu'il s'occupe que du port, il peut juste translater une adresse IP publique. Ça marche avec le PAT. Mais dès que tu as plusieurs adresses IP, il faut faire du PAT. Il faut faire du NAT, pardon. Donc oui, les tout premiers, ça faisait que du PAT. Mais tu étais limité après en adresse privée. Tu pouvais en mettre qu'une seule. Tu peux mettre qu'une seule adresse privée. Ouais, il n'y en avait qu'une seule. Tandis que maintenant, comme ça fait du NAT-PAT, finalement ça fait les deux à la fois tout le temps, c'est bon, on a autant d'adresses IP privées qu'on veut. Donc des fois, vous le voyez, quand vous regardez dans les options avancées du routage, dans le port forwarding, il y a écrit NAT-PAT. Souvent, il y a écrit les deux. Parce que ça fait les deux. Je répète? Ouais. Oui. Nouveauté, quand un ordinateur communique avec un autre ordinateur, quand votre petit train sort de votre ordinateur, il utilise un port TCP aléatoire. Ça c'est nouveau. C'est ce qui se passe quand un ordinateur communique avec un autre ordinateur. Ouais. Les informations qui sortent du premier ordinateur sortent par un port TCP aléatoire. Sortent du premier ordinateur, tout ce qui sort d'un ordinateur, ça sort par un port TCP aléatoire. Point. C'est là où l'exemple avec l'immeuble, ça marche plus là. Ça marche plus parce que c'est comme si dans votre immeuble, quand vous sortez de chez vous, ben un coup vous êtes dans l'appartement 112, un coup vous êtes dans l'appartement 840, le 6412, tu sors jamais par la même porte. C'est un peu bizarre. Ouais, voilà, là c'est la limite de la comparaison. Là, ça marche plus. J'ai pas encore trouvé l'image qui va bien sur des habitations aléatoires. C'est les tuyaux de Mario en fait. Ouais, c'est peut-être ça, c'est le tuyau de Mario. C'est la combo. Ça c'est nouveau. Et est-ce que ça va? Ça sort à chaque fois par des portes différentes. Choisies au hasard. Et donc quand ça traverse le routeur, NAT. le routeur NAT, pardon, c'est le routeur NAT qui va configurer les ports et qui va Les changer. Ils vont en mettre changer deux les autres. ports de l'expéditeur Oui. au destinataire. Oui, ils vont en mettre un autre. Comme l'adresse IP. Il le fait avec l'adresse IP. Comme l'adresse IP. Sauf que la seule différence, c'est que quand il fait la traduction d'adresse IP, l'adresse IP qu'il met, c'est la sienne, c'est tout le temps la même. Ça, c'est fixe. C'est son adresse externe. Alors que le port, il en met un nouveau aléatoire. Ah. Christophe, Il en remet un nouveau. Il en met un nouveau aléatoire, oui. Oui. c'est pas propre pour le NAT. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois qu'un ordinateur veut communiquer, par exemple, avec, veut aller dans, je veux visiter un site internet, Oui. je vais utiliser le port 80, mais avant, Attention, le port de destination, c'est le 80. Mais celui par lequel tu sors de ta machine, il est aléatoire, celui-là. à chaque fois que je fais une requête, Oui. j'enclenche la démarche comme quoi il y a un port aléatoire qui part. Alors ça veut dire quoi à chaque fois que j'enclenche la requête? Je vais sur om.net, Oui. j'envoie une T'es requête sorti par le port 6712. 2.80 pour aller à... Ah non, ça n'est pas comme ça. Non. Non, c'est comme ça. Attends, je te mets la requête. La destination, ce sera... Ça marche comme ça. Tac. C'est pas 888, donc je mets www.psg.fr 2.80. Ouais. Ça, c'est la destination. Parce que ça veut dire que l'ordinateur que tu veux joindre, ce qui t'intéresse, c'est dans la pièce numéro 80 de la destination. Ça change pas. Par contre, toi, quand tu sors par, ici, là, 3658. 5 minutes plus tard, tu retournes exactement sur le même site internet. C'est toujours le port 80, la destination. L'émetteur, 6712. Ok. Demain,
Tu retournes toujours sur le port 80 de PSG.fr. Cette fois, 50 731. Et c'est le numéro. La sortie, c'est toujours un port aléatoire. C'est pas forcément le numéro du port sur lequel l'information est sortie. Je sais pas Hein si j'ai été clair. Non, j'ai pas compris là. Tu dis, l'information elle sort et le routeur NAT met le numéro là 3658. Oui, il met un numéro de port aléatoire. Ok. Pour l'adresse de l'expéditeur. Oui. Attention. Mais c'est pas, ce numéro correspond pas au numéro du port sur lequel l'information est sortie directement. C'est Ah, vraiment depuis pas- le vrai expéditeur? Voilà. Non, ça en est encore différent. Ah. C'est comme ça qu'il fait le lien. Ok. C'est comme ça qu'il fait le lien. Ok. Donc un numéro de port aléatoire. On peut sortir plusieurs trucs à la fois, plusieurs requêtes à la fois, c'est comme ça. Oui. J'ouvre plusieurs pages internet. Oui. Je sollicite plusieurs ports aléatoires. C'est ça. Ok. C'est pour ça que tes pages se mélangent pas. Ok. Parce que chacune est sortie par une porte différente. Ça revient Donc les retours, ça reviendra par cette porte-là. Parfait. Dans ton NAT, quand tu vas faire la translation entre d'un côté l'IP et de l'autre côté les ports, Oui. Il va aussi modifier le port. Pourquoi le port? On dit même quel est l'intérêt de modifier le port De quel port tu parles? quand il part à l'extérieur. Oui, Quand il part vers le l'intérieur. port de l'expéditeur? Voilà, quand je le transforme en IP public. Oui. Je change également le numéro de port. Oui. Sachant que je garde le numéro de port en tête, le vrai numéro de port. Oui, du vrai expéditeur. Du vrai Oui, expéditeur. oui. Pourquoi on n'aurait pas pu juste modifier que l'adresse IP et pas l'adresse port et laisser le même adresse. Ah, et laisser le même port. Alors, ça a été fait pour des questions de sécurité. Pour vraiment, ça vous montre bien que tout ce qui est dans le NAT, derrière le NAT, c'est invisible. Parce que même le port, tu peux pas l'avoir. C'est histoire de ne pas avoir le C'est pour même. Ouais. Vu que je sors. Ouais. Ça fait, entre guillemets, une identité complètement différente. D'accord. L'adresse IP et le port sont complètement différents Ouais. de l'adresse IP et le port du vrai expéditeur. Je peux lui poser la question. Ouais. Christophe, Oui. bonsoir. Bonsoir. J'ai- Je vous en prie, installez-vous. Vous avez une réservation? je suis paumée. Très bien. Et ici, on est à Mérignac, si ça peut t'aider. Le port Lequel? aléatoire. Oui. C'est la machine qui se le crée. Oui, exactement. C'est ton PC. Ok. À chaque fois que tu ouvres un navigateur et que tu vas sur psg.fr, tu es sorti par un port aléatoire déterminé par ton ordinateur. Ok. Et ensuite, après, c'est quand il arrive au net, il y a un nouveau. On lui recrée encore un numéro, un port aléatoire, pardon. Oui. Ok. Pourquoi? Olivier, Pardon. est-ce que tu peux répondre à sa question, s'il te plaît? Je suis en train d'écrire. Je vous écoute. Pourquoi le NAT il remet un port aléatoire? Pour des raisons de sécurité. Pour éviter que quand tu es à l'extérieur, on n'ait pas la vision du vrai port par lequel l'info est passée. Pour brouiller les Pourquoi pistes. pourquoi le PC, au départ, il se crée un port aléatoire? Alors, c'est parce que si c'était pas un port aléatoire, admettons, ce serait un port fixe. On va prendre la navigation. Choisis un port. Je t'écoute. Donne-moi un numéro de port. 443. 443. Donc, je suis sur une page web. Je sors par le port 443. Ça veut dire que j'attends la réponse sur le port 443. Ouais. J'ouvre un deuxième navigateur en même temps. Sur un autre site internet. Il sort par le port 443 toujours. Comment mon ordinateur va afficher les bonnes pages sur les deux navigateurs? Donc, tous les deux, ils rentrent par le même port. Oui, bon, c'est- Je pourrais pas les séparer. J'aurai du HTML qui arrivera sur le port 443. Sauf que c'est deux logiciels différents. Comment j'associe les bonnes pages, les bonnes images sur chacun des navigateurs? Mais en fait, le PAT, c'est quoi? C'est un GMV? Le PAT? Non. C'est je Non, mais enfin, je remplace c'est lui une. qui gère pour pas qu'il y ait des interférences, quoi. Non, non. Le PAT, c'est un sous-processus du NAT. C'est quand on veut accéder à Internet à partir d'adresses IP privées. C'est ça, le PAT. C'est une fonction en plus du NAT. C'est autre chose le fait que quand on sort par une adresse IP et un numéro de port aléatoire. Ça, c'est autre chose. Là, on parle de deux processus différents. Le premier, c'était quand vous communiquez par le réseau avec votre ordinateur. À chaque processus qui sort, il sort par un numéro de port différent, choisi aléatoirement.
c'est une information qu'il faut accepter. Pourquoi? C'est parce que si tu lances plusieurs fois le même processus, quand il va partir à travers le réseau, il attend la réponse par le port par lequel il est sorti. C'est pour pas qu'il se mélange si on en a plusieurs. Donc le retour se fait avec le même numéro de port. C'est exact. Ah. Quand tu es sorti par le port 3712, j'attends la réponse sur le port 3712. Parce que c'est HTTP qui est sorti par 3712, j'attends du HTTP sur 3712. Alors que si j'ai fait du SMTP sur 6142, SMTP il attendra sur 6142. Excuse-moi, je bloque sur le port 80. On se dit qu'il est sorti par là. Quand est-ce qu'il intervient là dans le... C'est le port de destination de 80. C'est pas le port de sortie. D'accord. C'est l'appartement dans lequel tu veux aller. Donc ça, c'est sur la machine distante où je vais chercher le... C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est le port utilisé par la machine distante. Mais toi, tu sors de n'importe quelle adresse. D'accord. C'est un post-it. C'est un pense-bête pour se dire il est sorti là. C'est ça, voilà, si tu veux. Voilà, c'est un post-it. C'est ça. Quand il reviendra. Ah, il y a un truc qui est revenu sur le 3712, c'était qui? Ah, c'était HTTP. Tiens, c'est pour toi, HTTP. Et ce numéro, il le garde dans son cache? Oui, bien sûr. Tu vas dans la mémoire de l'ordinateur. Ah, on peut le voir en plus. Alors, les tables de correspondance, je sais pas si on peut les voir. Les tables des ports, L'ordi, oui. Est-ce qu'on peut... je sais pas. Je sais pas si on peut le faire parce que c'est volatile, ça. C'est que quand tu t'en sers. Ah oui, T'as d'accord. ça. Oui. Dès que tu fermes ton navigateur, c'est fini, quoi. La requête, elle est revenue, elle est partie. Oui, vu que c'est aléatoire, il va le remettre. Routeur pas de GMP. Oui. Il y a des ports qui sont dédiés à des tâches spécifiques. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une autre plage qui est dédiée pour des utilisages. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que les 1024 premiers ports sont réservés. Ok. Normalement, tous les protocoles que vous connaissez, HTTP, HTTPS, DNS, DHCP, tout cela, ils utilisent un port compris entre 0 et 1024. Si on connaît entre 0 et 1024, on connaît la plupart des ports. Ouais, ça fait beaucoup même à connaître 0 entre 1024. Mais oui, tous les fonctionnements normaux des protocoles, c'est entre 0 et 1024. Par contre, tous les ports sortants dont j'ai parlé, c'est justement ceux qui sont au-dessus. Ça sert à tout ça. C'est là où il pioche quand il veut chercher un truc aléatoire. C'est ça. C'est dans ceux-là qui piochent à ce moment-là. Je vais suivre À demain. dans le train, oui. Christophe, Oui. est-ce que tu pourrais réexpliquer un peu le fonctionnement, parce que je suis un peu perdu, le fonctionnement du routeur PAT, parce que je suis un peu tout ce mélange. Si j'ai bien compris, l'expéditeur, il va envoyer ses datas en choisissant aléatoirement un port pour l'expédier. Oui, c'est ça. Donc, les data vont aller sur le routeur PAT, Mhm. NotPAT, C'est ça. ils vont être enregistrés, enfin le port va être enregistré sur le routeur PAT Oui, et va être envoyé vers le client. oui. Non, vers le client, non, vers la destination Vers d'abord. la destination, vers Le serveur, c'est plus souvent un serveur en serveur. général. Ouais. Et au retour, Attends, ouais, quand il est passé par le routeur NAT, il y a eu des modifs qui ont été faites. donc voilà, Lesquels? quand il est passé au routeur NAT, déjà au niveau de l'adresse IP, Déjà, l'adresse, Donc, laquelle? la- De destination ou l'expéditeur? de l'expéditeur, Oui, c'est l'adresse de l'expéditeur. et il a été transformé. C'est ça. Jusque-là, tout va bien. Voilà. Et ensuite, Yeah. Oui, le PAT. Oui, le port. le port qui a été modifié. Aussi, c'est ça. Et qui- Dans ton petit train, il y a un expéditeur qui est le PC interne et le port qu'il a utilisé pour sortir. Quand tu passes à travers le NAT, PAT, il va remplacer l'adresse de l'expéditeur par la sienne et il va remplacer le port d'émission par un autre port choisi aléatoirement. En fait, tout ce que Il fait une le NAT, double traduction. Ouais, il transforme les infos de l'émetteur Oui. en récepteur. Alors, ce sera pour recevoir Pour ce qui revient recevoir. du serveur. Oui. Mais il modifie les deux et il met les siennes à la place. C'est ça qu'il fait. Oui, puisque Il met son IP à lui
et met un port que lui a généré. Oui, l'IP c'est la passerelle externe. Alors c'est l'adresse IP de la carte L'adresse externe. IP. Non, c'est pas la passerelle. Non, c'est l'IP De la carte réseau externe. de la carte réseau externe. Mais il faut aussi un port, Et il faut parce qu'on vient de le voir. Pour Ouais. communiquer, quand j'attends une réponse, j'attends sur mon adresse IP et sur un port. Et, donc, c'est Et le port NAT expéditeur. fait du PAT à ce moment-là, et il met un autre port choisi aléatoirement. Ah, il met un autre port. Un autre que celui de l'ordinateur de départ. D'accord. Voilà, d'accord, bah t'as dit d'accord, c'est ça. Ouais, c'est. Non, je dis d'accord, mais je comprends rien. Mais le. C'est le port à la fin. C'est du coup ce qui se passe, c'est donc l'expéditeur donc il choisit un port aléatoirement, il envoie ses données. Ouais. Quand les datas ont passé le NAT s'occupe de changer l'IP de l'expéditeur à l'IP de la carte réseau externe. Oui. Et il change le port Oui. et il le transforme en un autre port qu'il aura choisi, Exactement. qui est C'est ça. totalement différent de Totalement différent du premier. C'est exactement ça. C'est ça le PAT. Port Address Translation. NAT, Network Address Translation. Ça fait les deux. En plus de traduire, il assure une sécurité au réseau privé. Oui, bien sûr. Enfin, en plus de traduire, il traduit deux fois. Ouais. Il fait deux traductions, l'adresse IP et le port. Pour sécuriser la machine qui expédie. Ce qui fait que de l'extérieur, quand on est sur le réseau Internet, on croit que l'ordinateur qui est sur Internet, c'est le NAT. Tout vient du NAT. C'est son adresse IP qui est l'expéditeur, et c'est ses ports à lui qui sont les expéditeurs. C'est pour ça que je vous ai dit que tout ce qui est derrière un NAT, c'est injoignable, impingable, inaccessible, invisible. On dit souvent que les NAT, ça protège le réseau. C'est normal. Toutes les adresses IP internes et tous les ports internes sont tous remplacés par ceux du NAT. Donc on voit absolument rien depuis l'extérieur. Sauf quand on fait le port forwarding. Et là c'est bien ce qu'on a fait. On a dit le port 80 qui rentre, on l'envoie sur le serveur 4. Et que ça. Ouais. C'est bon? Ça dort? Je commence un peu à voir la lumière, mais... Et puis c'est bien aussi d'utiliser dans ton Ouais, exemple. le tunnel, C'est que quand ça arrive du même LAN, finalement, l'intérêt c'est quand le paquet revient, et grâce à ses ports, il sait où c'est par rapport à Exactement. Il sait exactement vers qui il faut le renvoyer. J'ai posé la question. Sinon, il a C'est ça la magie. Il fait mince. Et c'est qui ça? Je sais pas lequel. J'ai pas le port avec et je suis. Parce que des fois la question se la pose quand il y a deux ordinateurs, mais c'est encore plus compliqué Quand il y a 500 quand c'est le même. Non, mais quand c'est le même. Oui, oui. Quand c'est le même ordinateur qui veut voir trois sites internet différents. Parce que l'adresse IP de l'ordinateur en question, c'est la Oui, même. oui, bien sûr. Alors comment est-ce que les navigateurs ils peuvent afficher les bonnes pages? D'où l'intérêt de. Des ports sortants d'en différents. avoir Et voilà, c'est pour ça. C'est l'expéditeur. Ça, c'est les mecs qui- Ah, c'est pas mal, hein. Et ils ont réfléchi les mecs, hein. Ils ont réfléchi. Je suis tombé sur YouTube, je suis tombé sur un gars qui en une semaine, il devait faire Windows 10 en une semaine. En une semaine, il a juste réussi à marquer Hello World. Putain, j'ai pas compris. Il fait Windows 10? Ouais, on lui a dit, t'as plus rien. T'as juste ton PC avec le BIOS et tu te démerdes. Et tu me refais un Windows 10 en une semaine. Non, mais il a un logiciel pour coder quand même. Il est assez il est assez Ah oui, donc il a un système d'exploitation, tu peux pas dire qu'il a rien. Ouais, C++, ça s'installe pas dans le BIOS. Hein. Non, mais il a. Non, c'est pas du C++. On va demander à Dragoneur ce qu'il en pense. Mais alors, si je lui dis, alors écoute, t'as un ordinateur avec un BIOS et sans système d'exploitation, est-ce que tu peux me coder Windows? Je suis pas sûr qu'il y arrive. Il n'y a pas de système d'exploitation. Mais si. Non, Mais c'est il devait faire en sorte que le BIOS discute avec son nouveau système. Au début, ça fonctionnait pas. Enfin, il fallait qu'il Mais c'est... Non, recommence. non, c'est impossible. Si tu dois développer quelque chose, créer du code, si tu fais du C, de l'assembleur, du codage bas niveau, tu fais ce que tu veux. Oui, mais c'est Il faut un du système d'exploitation pour faire tourner les logiciels de codage. Mais comment tu crées ton premier logiciel? Il fallait bien qu'un jour ou l'autre. Ah mais ça c'était qui était en premier? La poule ou l'œuf? C'était le BIOS non, qui était avant, Non, mais le BIOS, c'est juste un truc qui permet au C'est un paquet. matériel Oui, de communiquer ensemble. Bien sûr. C'est tout. Mais il faut que Il n'y a pas de logiciel dedans. Si tu crées un. Oui, Mais après, au début, c'était mécanique. Le BIOS lui fait juste en sorte que tout fonctionne. Il dit bon, c'est bon, tout est connecté. Et après, ça démarre. Et après, il balance Au disque dur. l'exploitation. Bah, au disque dur.
Il faut qu'il y ait un système d'exploitation sur le disque dur. Et là, lui, il devait C'est obligé. en une semaine, il devait créer un système d'exploitation. Avec rien, Avec rien. c'est impossible. Je t'en avais- Redémarre. Non mais on va demander à la communauté des développeurs. Est-ce qu'on peut développer quelque chose sans logiciel de développement installé sur un système d'exploitation? Avec le bloc-notes. Mais même ton bloc-notes, ton bloc-notes il tourne sous Windows. Même ils vont tous te dire, bah j'utilise C++ assembleur et sous Linux. Bah ils ont Linux donc. Je sais, attends. Ah t'as mal vu le début de la vidéo, hein, c'est pas possible. C'était à 3h du matin. Ah bah quand on commence à regarder des vidéos à 3h du matin alors. Sur la vidéo, on parlait même pas de ça. Voilà, il dit, il faut un OS. Et même pour créer un système d'exploitation, il te faut un langage de développement, il faut un outil de développement qui fonctionne sur un OS. Et oui, ça a commencé comme ça, oui, quelqu'un a dû créer un système d'exploitation. Je sais pas comment il a fait. Faudrait demander à Bill. Vas-y, viens, on recode Windows en 2.0. Oui, alors ça je veux bien, recoder Windows en partant de rien, c'est-à-dire, je n'ai pas le code source de Windows, je n'ai rien. Mais j'ai un Windows sur lequel je peux lancer mon logiciel de développement. C'est obligé. Donc il recrée en fait un autre. Il recrée Windows s'il veut. Enfin, c'est même pas vrai Windows, il fait son Un propre ersatz, API, peu importe. mais il est basé quand même sur un système d'exploitation. Non, non, c'est pas ça ce que je te dis. C'est comme si tu me disais, je vais écrire, je vais faire le plan pour monter un meuble, mais j'ai pas de papier. Et écris-moi le papier. Ouais, c'est ça. Mais tu peux pas écrire le papier si t'as pas de papier. Vu que le papier, il faut l'écrire sur le papier. C'est ça. Tu peux recréer un plan si t'as envie. En partant de rien, je te donne pas les cotes, je te donne rien. Mais il faut un système d'exploitation. Mais je veux bien, c'est dire, mais voilà, j'ai pas le code source de Windows. Très bien. Je recrée Windows en entier. Super. Mais ça, c'est faisable, il n'y a pas de problème. Mais tu commences à coder sur de l'assembleur. T'as Virtual C++. Et il te faut un logiciel, et ton logiciel, il tourne bah, sous Mac, sous... J'ai dit sous Mac. Olivier a gagné. Allez, c'est l'heure de la pause, là. Ça y est, t'as gagné. Tu m'as eu. Tu m'as eu, hein. C'est bon. Qu'est-ce que t'as fait, là? T'as planté des graines, j'ai rien vu, là. Il parle pas, il fait du travail mental depuis le début. C'est ça. Il m'a brain sa mentaliste, en fait. C'est le mentaliste. Ça y est, il m'a retourné le cerveau. Heureusement que Mac, c'est un Linux, hein. Unix. C'est un Linux. C'est un Linux parce que Unix, ça marche que sur l'Ipus RISC. Donc dès que tu as du x86, ça peut pas être un Unix. C'est impossible. C'est un Linux. La syntaxe des commandes, c'était... Oui, mais parce que Linux, c'est pareil. c'est une copie d'Unix. D'accord. Linus Torvald, quand il l'a créé, il travaillait sous Unix. Donc il a dit, bah, j'aimerais bien en faire un. Voilà. Il a recodé un Unix sur un autre système, plus facile, plus accessible, qui tourne sur d'autres que les gros serveurs RISC. C'est ce qu'il a fait. En partant de zéro. Il a recodé un faux Unix. Donc en fait, Mac un et Linux. Le Mac et Linux, c'est proche, quoi. Le noyau du macOS, c'est un Linux. C'est un Linux, en fait. Si tu commences à lancer la console sur ton macOS, tu fais du LS, tu fais tes lignes de commande Linux, ça marche. Pendant les cours Linux, je vais apprendre plein de choses. Ah bah ça, j'en sais rien, faudra demander à Gilles. Là, oulala, ça me dépasse, oulala, attends, t'en demandes trop, là. Il est trop regardé sa vidéo. J'avais rien, j'avais un papier, un crayon et j'ai recodé Windows. C'est obligé. Mais c'est obligé. Il avait le bloc-notes s'il veut. Allez. On fait une pause. Allez, on fait une pause. Non, allez, d'accord, on fait une attends, pause. moi, j'ai une question. Non, ah merde, eh ben pas de pause, désolé. Du coup, pour la machine, qui est expéditeur, Oui. qui a un port aléatoire, Oui. son protocole, du coup, c'est son adresse IP. Son protocole, c'est son Oui, adresse par IP, non, j'ai exemple, pas compris. pour la 80, Oui. le protocole c'est HTTP. Oula. Oui, le port 80 est utilisé par le protocole HTTP. Oui. Enfin, d'ailleurs, c'est l'inverse. Le protocole HTTP utilise le port 80. Oui. Voilà. Donc là, ça veut dire que c'est le protocole 192.168 qui utilise le port aléatoire. 192.168, c'est pas un protocole, c'est une adresse IP, ça. Bah ouais, mais du coup, parce que les ports, ils sont pas attachés à un protocole. Alors, attention. Dans ce que j'ai mis là, tac, regarde. Quand tu prends les datagraphes, les petits trains. Oui.
il y a un destinataire et un émetteur. Oui. C'est ça la différence. En général, la destination de ton train, c'est un port fixe. Quand sur ton client, tu veux ouvrir une page internet, ta destination, c'est l'URL que tu mets. Tu mets www.psg.fr. Ce que tu veux, c'est que ton ordinateur utilise le petit train du réseau. Sa destination, c'est le site web. Et tu veux qu'il te ramène le contenu du site web. D'accord? Oui. La destination, c'est un port fixe, tout le temps. Le port 80, par exemple, parce que le logiciel qu'on utilise, c'est un navigateur. Le protocole qu'on utilise, c'est HTTP. Et le protocole HTTP utilise le port 80. Donc mon petit train, sa destination, c'est un port fixe, le port 80. Par contre, quand mon petit train sort de mon ordinateur, là, il utilise un port aléatoire. Ça veut dire que la réponse du serveur, quand le serveur va revenir, quand mon petit train va revenir, il ne va pas revenir sur le port 80 de ma machine. Il va revenir sur le port 4712 de ma machine. Donc attention, le petit train, il a un émetteur et un destinataire. Et les destinations en général, ce sont les serveurs. Les postes de travail, eux, ce qui les intéresse, c'est de se connecter au serveur. C'est récupérer les datas du serveur. C'est ramener des informations du serveur. Et en général, ça, les serveurs, ils utilisent des services qui sont fixes. Alors que le client, quand ça sort du client, c'est un port aléatoire. Donc c'est là où il faut voir, c'est le même train en fait. C'est un train qui s'en va vers un port fixe et qui revient par un port qui est aléatoire. Ok. C'est pas fou, hein. C'est pas 4 gigas le mode protégé? C'est juste que je pensais que c'était toujours les ports, ils étaient toujours attachés à un protocole. Mais c'est vrai, le protocole du serveur. Mais Le protocole que j'utilise pour ma destination. Je souhaite faire le protocole HTTP, donc ma destination, c'est le protocole HTTP, c'est le port TCP 80, c'est fixe. Tu as tout à fait raison. Pour la destination, oui. Par contre, l'émetteur, c'est aléatoire. C'est ça la nouveauté là de cet après-midi. C'est qu'en fait, on a tendance à croire que si je me connecte au port 80, je sors par le port 80. Eh ben non. C'est là où ce que je disais, tu vois, l'image avec les immeubles, là ça marche plus. Ça marche plus. Parce que dans un immeuble en général, tu habites tout le temps le même appart, toi. Bah imagine, ce serait pas ça. On change d'appart à chaque fois. Chaque fois que tu reviens, bah, c'est un autre. Bon là, tu vois, ça colle plus trop à la vraie vie. Là. Pas trop. C'est un immeuble d'Harry Potter. J'ai pensé à Ah oui, ah, c'est pas mal ça. L'escalier. Les escaliers qui bougent dans Harry Potter. C'est ce à quoi j'ai pensé moi. Ah, c'est pas mal comme image ça. Je pourrais la réutiliser? Ça vous dérange pas que... Elle est pas copyright encore. Elle est pas copyright encore? Ouais, c'est comme dans Harry Potter, tu sais jamais par quel escalier tu vas. Ah, mais tu reviens, mais tu dois toujours revenir par le même par contre. Ah, il faut. C'est pas fou. Formule magique qui permet de revenir sur le même. Ouais, c'est tout le temps le même. Ouais, c'est pas. Ah si, il y a le tableau. Madame, pour rentrer dans un... Ouais, c'est. C'est pour elle que Madame Nat. Madame Nat. C'est ça. Nathalie. Bon, on va se coucher. C'est bon, ça vous a bien calmé là. C'est l'enfer, toi. C'est l'enfer, bah c'est le pâte. C'est proche de la méthode pour les logiciels qui enregistraient dans la mémoire. Ah, le GMV? Le gestionnaire de mémoire virtuelle. C'est... Ouais. Au niveau de la méthode... Un petit peu... Le NAT, il dupe personne. Pardon? Le NAT, il dupe personne. Il dupe... Ah si! Il dupe tout ce qui est sur Internet. Mais les vrais du code du privé, ils les dupent pas. Ah bah eux, non. Ouais. Eux, non, ils les dupent pas. Le GMV, il les dupe tous. Il dupe tout le monde, ouais, c'est ça. Parce que lui, il fait à chaque fois des espaces différents. Ouais, t'inquiète, t'as 4 T'inquiète, t'as 4 gigas, t'as 32 gigas pour toi. Vas-y, t'as tout. C'est un entourlooper. Ah, j'ai envie de te dire, le GMV, c'est un commercial. Il te vend du rêve, etc. Alors que le NatPat, c'est plutôt un facilitateur. Il protège. Ouais, il protège. Même un port qui semble inutile, il le cache. On sait rien. Depuis l'extérieur, on sait rien. Bon, allez, petite pause. Let's go. Hein, un petit peu.
C'est assez marrant, regarde. Quelqu'un pourrait croire que tu n'as pas de regarder. Non mais ça c'est intéressant pour les développeurs. Non mais c'est parce que Les mecs qui savent coder. Moi, je sais pas coder une ligne moi. Je veux pas. Il t'explique aussi les sauvegardes, des trucs et tout. Mais bon, Ah oui, c'est ça. d'accord. Fermez-la. Ah, attends, Ça, c'est la. NordVPN. Allez. Vas-y, mais installe Brave là, s'il te plaît. Ouais, c'est clair. Oh là 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 là, le mec passe sur YouTube Premium là. Merde. Bon allez, pause. À toutes. C'est quelle chaîne ça? Exactement.